Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Important de prendre notre numéro de téléphone en note, n'est-ce pas, Isabelle Perron? 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Je vous le dis lentement parce qu'il est très long, mais rentrez-le dans vos contacts. Voilà. Et pourquoi il faut que vous preniez ce numéro en note? C'est parce que vous allez vouloir nous appeler. Parce que nous allons parler d'un débat qui occupe beaucoup nos têtes, à nous femmes, et en général, la société aussi est très préoccupée par notre propre désir ou non d'avoir des enfants parce qu'on se fait tellement poser cette question-là quand on n'en a pas. Puis, quand est-ce que tu vas en avoir? Être mère ou ne pas être mère, telle est la maudite question. On va en discuter avec une autrice fabuleuse. Elle a le don d'écrire des choses qui deviennent des best-sellers. Ça s'intitule Faire la romance. Ce n'est pas un livre nouveau. Il est sorti en novembre dernier, mais sincèrement, si vous ne l'aviez pas lu, comme moi, j'ai commis ce péché de ne pas l'avoir lu jusqu'à maintenant. Mais il faut absolument que vous alliez vous le procurer et que vous le fassiez lire à tout le monde. D'abord aux femmes de votre entourage, mais aussi aux gars. Et elle dédie son histoire à celles qui ne veulent pas d'enfants, à celles qui en veulent, à celles qui en ont et qui regrettent, à celles qui en ont et qui tripent, à celles qui n'en ont pas et qui souffrent, à celles qui savent pas pantoute, donc si elles en veulent ou pas. Sarah Maud Beauchamp, merci beaucoup d'être avec nous. Ça me fait vraiment plaisir. Ah, je vais te dire, puis mon chum est témoin, il m'a dit, mon Dieu, qu'est-ce que t'as? Mais à la page 14, qui est comme l'équivalent de la deuxième page, j'ai pleuré. Je te jure, parce que tu parles c'est un hommage, en fond, à ta mère et à toutes les mères qui se donnent et qui s'ouvrent les entrailles pour enfanter. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on a tendance à gommer beaucoup dans la société. Tu le dis d'ailleurs dans ce livre. Apprendre pour acquis, en fait. Voilà. Ouais. Toute cette histoire, faire la romance, c'est vivre ma vie ou la donner à un enfant. C'est un peu ça qui t'habite. Absolument. Puis, tu sais, pour moi, faire la romance, j'ai ma propre définition de c'est quoi faire la romance. Pour moi, par exemple, c'est être seule souvent, c'est passer plein de temps avec mes amis, c'est boire du vin, c'est être avec mon chat, justement, puis à écrire des poèmes. Mais pour n'importe quelle femme, ça peut être n'importe quoi aussi. On fait chacune notre romance. Puis, selon moi, on fait beaucoup plus la romance si on est seul. Donc, si on n'a pas la tête pleine de nos inquiétudes par rapport à nos enfants, par exemple. Moi, je dis souvent que ma mère est constamment stressée puis anxieuse de comment on va, moi et ma sœur. Donc, c'est ma définition même de faire si la vous êtes romance. grande. Oui, absolument. Même si je suis une adulte, c'est encore tellement présent en elle. Donc, pour moi, c'est tout le temps que j'ai pour faire la romance à ma façon. Et il y a cette fameuse question que je disais qu'on nous pose souvent. Puis je tenais à ce que tu sois là, Isabelle, parce que toi aussi, tu vis un peu. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes. Moi, je me suis retrouvée dans ce que Sarah Maud écrivait. Et toi, tu t'y retrouves aussi. Tu l'as lu. Oui, je l'ai lu au complet, puis j'ai les mêmes interrogations. En fait, moi, pour l'instant, je n'ai pas d'enfant et je ne crois pas en avoir non plus. J'ai pas fermé la porte officiellement, mais tu disais tantôt qu'on se fait souvent poser la question. Je pense pas que c'est malveillant, mais c'est souvent une attente, comme si t'es pas complète ou t'es pas une vraie femme si t'as pas d'enfant. Alors que j'adore les enfants, puis je trouve que les mères sont magnifiques. Je trouve que c'est un don de soi là, d'être mère. J'en ai plein autour de moi. En fait, je suis la seule de mon entourage à ne pas avoir d'enfant. C'est vrai. Autant dans ma famille que dans mes cercles d'amis, mes différents cercle d'amis, professionnels ou non. Tout le monde a des enfants, 2, 3, 4. Je suis la seule à ne pas en avoir. Et des fois, j'ai l'impression, justement, et pas parce que les gens me jugent, je pense que c'est dans notre bagage culturel, mais c'est comme si mes décisions valent un petit peu moins, ou c'est comme si je vais être mis en retrait des fois d'une activité parce que j'arrive pas avec des enfants. Il y a quelque chose. Mais il y a quelque chose dans la société, puis c'est très juste ce que tu dis, puis tu dis aussi, Sarah Maud, dans ton livre, tu dis, il y avait comme tu le sens comme une obligation de conformité, comme de se confirmer au dictat de la société. Si t'es une femme, ben, éventuellement, belle de même, comment ça fait que t'as pas de chum? Puis éventuellement, quand tu vas rencontrer le bon, voilà. tu vas changer d'idée. Moi, ce qui était important pour moi, c'était de montrer à quel point... moi, je me suis rendu compte, puis c'est ça qui a motivé l'écriture du livre, c'est que je me suis rendu compte qu'on ne réfléchissait pas assez à ce que c'est d'être mère. Puis on réfléchit pas assez, on se donne pas le temps en tant que femme de se demander si on en veut ou pas des enfants. Parce que c'est comme si c'était une étape par défaut, comme pour rentrer à l'école, après ça se faire un chum ou une blonde, après ça avoir notre premier appartement, puis après ça se faire un chum ou une blonde, puis après ça avoir des enfants. Pour moi, ça a été un choc quand je me suis
quand j'ai pris le temps de me dire « Hey, j'en veux-tu? » Parce que j'ai été 6 ans toute seule, par choix, j'étais super bien, j'avais pas envie d'être en amour. Puis c'est dans ces 6 ans-là que je me suis dit « Ben, hey, là, j'ai le luxe de prendre le temps de me poser la question. » Ma mère se l'est pas posée, puis elle en a eu 2, puis elle a trippé sa vie. Fait que j'avais un bel exemple de maternité. Mais même à ça, moi, je suis différente de ma mère, je suis une autre génération, je suis vraiment différente d'elle. Donc, j'avais vraiment envie d'encourager les femmes à prendre le temps, même si c'est inconfortable d'être dans l'ambivalence, de le vivre pareil, parce que le regret maternel existe, parce que c'est la plus grande décision de ma vie. Puis je pense qu'il ne faut pas négliger l'ampleur de cette question-là. Mais je pense que tu as raison. Et tu dis, c'est ma génération. Puis je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes femmes, je les trouve fabuleuses pour ça. C'est qu'au moins, vous posez la question ouvertement. Moi, je suis une génération X. Je pense qu'on est les premières à avoir eu des enfants en garde partagée ou tout seul. Ce qui est correct aussi, là, tu sais. Des fois, c'était pas par choix, mais finalement, tu te rends compte que ça se vit pas si mal, finalement. À partir du moment où tu es consciente de cette fabuleuse liberté aussi que ça t'amène. Parce que, et finalement, tout ton livre aussi, c'est parce que cette question-là est très reliée au couple. Oui, absolument. Tu parles beaucoup des relations de couple et des relations de femmes. Et là, je trouve que tu touches des choses qui sont tellement fondamentales. Tu devrais aller donner le cours de culture. Je n'ai pas de formation, par exemple. Mais c'est vrai. Oh, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est plus très grave à l'école. Non, tu poses des bonnes questions au fait qu'on parle des femmes, mais les hommes aussi devraient lire le livre parce que je trouve qu'on pose des bonnes questions puis une perception qu'on n'a pas beaucoup entendue sur la place publique. Absolument. Ben, je dis dans le livre que j'ai pas envie de procréer parce que je me sens pas en sécurité. C'est ça. Avec les hommes. En fait, dans toute ma vingtaine, ça a toujours été très difficile de me sentir confortable, en sécurité, en confiance, respectée. Donc, je me demandais durant ma vingtaine, mais comment je vais faire pour aller jusqu'à vouloir avoir un enfant fabriquer un être que je vais aimer plus que tout avec quelqu'un en qui j'ai pas nécessairement confiance. Pour moi, c'est inconcevable. Puis j'avais tellement d'exemples autour de moi de femmes qui, justement, pas par choix, élevaient des enfants seuls. Puis élever un enfant seul, ça veut pas nécessairement dire élever un enfant pas en couple. On peut être en couple et très seul. Tout à fait. Donc, pour moi, c'était quelque chose que je voulais absolument pas vivre. Et quand tu parles de je me sens pas en sécurité forcément avec les hommes, il y a aussi, bon, évidemment que tu parles du mouvement MeToo, mais plus largement, je pense que c'est pas évident pour une femme, dont on a parlé tout à l'heure de Pornhub, dans les rapports sexuels, d'exprimer vraiment ses besoins, peu importe l'âge qu'elle a. Ouais. Et je voudrais citer, un bout de ton livre là, où tu t'es en train d'avoir des rapports sexuels, puis là tu dis, je me rends compte que j'ai peu de place pour exister, je suis ni écoutée ni comprise. Il aime me plaquer une main sur mes lèvres et boucher mon nez en même temps avec ses doigts, pas longtemps, juste assez pour que je manque d'air, que je panique et que ça l'excite. La petite impression de mort le rend vivant. Mais je reste là parce qu'il me donne des nouvelles, parce qu'il répond à mes textos, parce qu'il ne disparaît pas, lui. Évidemment, tu parles de tous les gars qui t'ont ghosté ou qui parlent. Mais là, ce que tu viens de décrire, c'est des rapports sexuels où le choking est très à la mode. Ouais. Dans les rapports sexuels des jeunes. Là, c'est quand même... Tu dis, j'ai envie de continuer d'aimer des hommes, d'essayer de comprendre leurs gestes, leur silence, leur maladresse, leur cruauté même, mais parfois, j'ai peur qu'il soit trop tard. J'aurais besoin qu'ils travaillent plus fort pour nous aider à leur faire confiance. Oui. Je trouve tellement qu'on travaille fort pour s'aimer nous-mêmes en tant que femmes, pour être de meilleures personnes, pour se comprendre, pour comprendre les autres. Et je trouve que malheureusement, puis ça, c'est pas la faute. Tu sais, j'essaie pas de mettre la faute sur les mauvais hommes, là, les méchants. Je sais que c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais les garçons ont pas d'éducation émotionnelle ni d'éducation sexuelle. Puis ça va vraiment ensemble, selon moi. Donc, après ça, on se ramasse à 25 ans puis on a des relations sexuelles comme ça qui, eux, pensent que c'est normal, pensent que c'est ça qui les excite, c'est comme ça que ça fonctionne. Ils savent pas, personne leur a tendu la main pour leur expliquer le désir et le plaisir sexuel féminin parce que ça existe. Les femmes aussi, les jeunes femmes, on se fait pas parler de désir et de plaisir sexuel féminin. On se fait dire protège-toi, mets un condom. Quand on me dit, moi, mets un condom, la phrase mets un condom, c'est au gars qu'il faut dire ça. Ouais. Puis il tombe pas enceinte. C'est vrai. Donc, ces deux phrases-là passent avant
aie du plaisir. La sexualité, c'est beau, c'est positif, c'est pour toi. Donc ça, on passe à côté de ça complètement. Mais Tout on est le en modèle. 2024. Oui. C'est quand même... Mais tout le modèle sexuel est basé sur la pénétration Oui. et l'homme qui a un orgasme tu sais, Exact. après la relation finie. C'est Oui. comme ça qu'on a été élevés. T'as-tu aimé ça? Ben, je sais pas c'est quoi aimer ça. Fait que la question, elle se pose-tu? Je sais pas. C'est ça, mais je pense... Puis tu le dis là-dedans, puis juste pour ça, les gars, lisez-le, Oui. parce que Sarah Maud le dit bien clairement, le sexe, c'est-à-dire faire l'amour et être pénétré, ce n'est pas notre première source de jouissance. Merci, En fait, bonsoir. ça ne l'est pas. Fait qu'on veut bien l'accepter parce qu'on vous aime, mais il y a d'autres choses. Faut avoir de la curiosité, puis il faut s'intéresser à l'autre. C'est la base, mais elle est inexistante souvent. Ben, Anne-Marie Ménard, la sexologue, Oui. disait le plaisir féminin, c'est le clitoris. Là. Certaines ont du plaisir parce que de la façon que le clitoris est placé, tu peux avoir du plaisir avec la pénétration, mais tu as orgasme avec ton clitoris. Donc, c'est la raison pour laquelle, mais il y a plein de femmes même qui ne le savent pas, là, ça. Oui, tout à fait. Toi, tu dis, je suis encore dans l'ambivalence. Je sais pas où je me situe. Même si tu t'es mariée il y a 3 Oui. semaines et tu as fini par trouver Un mec bien, Oui, quoi. un mec bien, voilà. C'est ça qui est mignon comme tout. Là. Il s'est vraiment mis dans la boîte des algues Oui. sur une plage pour te Tout ça demander... est vrai. Oh. Absolument, oui. Seul le prénom a été changé. Oui, Je pense exactement. qu'on le connaît. Ah, j'ai changé son nom. Oui, parce que tu fais une série avec... Oui, absolument. on va quand même le nommer. Oui. Oui, on peut le nommer, On peut- Nicolas. Voilà, Nicolas Nicolas. qui a écrit Belle Fleur avec moi. Qui est Voilà. sur Prime en ce moment. Et Belle-Fleur, c'est très drôle parce que, puis on fera une discussion là-dessus, il faudra que Nicolas vienne ici. Oui. Parce que dans Belle-Fleur, c'est un gars qui est dans une chambre, avec toute une gang de gars, mais lui, sa préoccupation, c'est qu'il veut être père. Fait qu'il y a toi qui écris un livre sur je suis pas sûre d'être mère, puis il y a lui qui écrit une série avec toi Oui. sur j'aimerais ça être père. Ouais. Il y a déjà un enfant, Oui, Nicolas. absolument, il est père. Ça doit faire des conversations intéressantes entre vous deux. Ah, mais ce projet-là, qui est parti de l'intention de créer des modèles masculins qui nous inspirent puis qui nous donnent espoir. Merci. C'est pas juste de la masculinité toxique dans la Non, vie. exact. Oui, puis il y a tellement de belles masculinités, mais elle n'est pas mise de l'avant parce que ça semble pas intéressant, mais au contraire, moi, c'est tout ce que je veux voir à la télévision, puis il l'a Ouais. pas. Donc, c'est pour ça qu'on a créé Belle Fleur. Puis, en l'écrivant en amoureux, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on fait vivre des choses à nos personnages, on en discute ou même on fait vivre des choses à nos personnages parce qu'on a discuté de certains trucs ensemble. C'est super riche. On est deux bons jaseux aussi, puis très proches de nos émotions. Donc, pour nous, ça a été vraiment un terreau fertile d'écrire cette série-là ensemble. Est-ce que tu vois autour de toi, chez les jeunes, vous êtes beaucoup avec plein de jeunes, vous avez beaucoup d'amis, les gens doivent t'écrire aussi parce que Beaucoup, tu sais, ouais. déjà depuis Cœur de Slutch, qui a été ta première œuvre Ouais. très connue, je pense que tu es devenu un modèle aussi pour toute une génération de jeunes qui te suivent. Tu as combien d'Instagram? C'est comme j'avais le chiffre, là, c'est énorme. 60 000 personnes sur Instagram qui te suivent. Pour une autrice, c'est pas pire Eh, quand c'est même. beaucoup. Bravo, Sarah Maud Beauchesne. C'est pour ça qu'on se colle à toi, tu vois. Alors, regarde, mais parce que Cœur de Slutch fait en sorte que beaucoup de jeunes se sont intéressés à la littérature. Il y a eu le film et te suivent. Ils te posent des questions, ces jeunes-là? Ce sont des jeunes filles qui sont préoccupées par tous ces thèmes que tu abordes? Ben oui. Elle me pose des questions, mais ce qui revient le plus souvent, c'est comme c'est moi, Billy. C'est ça, oui. C'est moi, c'est arrivé à moi, c'est mon histoire. Puis ça, c'est toujours rassurant et inspirant parce que je me dis, je suis pas une madame qui parle Ouais. de quelque chose de pas rapport. Là. Tu sais, même 10 ans plus tard, Cœur de Slutch est sorti il y a 10 ans. Même 10 ans plus tard avec le film. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'ai envoyé mon manuscrit de Cœur de Slutch à des éditeurs, je pense que j'ai eu 7 refus avant que Urtubise m'édite. Mais 7 refus? je me suis fait dire, Wow. ça passera pas un livre sur le désir d'une jeune femme de faire l'amour. C'est trop confrontant pour le Québec. Écrit par une jeune Écrit autrice par une qui jeune avait... femme de 18 ans. Oh, mon Dieu. Donc, fait que de parler de sexualité à l'adolescence, c'était tabou, c'était étrange et inconfortable. C'est incroyable. Ouais. J'en reviens pas. Mais c'est la base. C'est cette éducation sexuelle-là, puis cette éducation du désir et de la romance est tellement importante. Puis ben, je suis contente que 10 ans plus tard, on en ait fait un film. Ça fait réagir sur la Oui. messagerie. Je veux saluer Guylaine qui dit l'importance d'éduquer nos fils. Elle est au téléphone? Elle est au téléphone. Oui, bonjour Guylaine. Ben, bonjour, Isabelle. Alors, vous écoutez notre conversation, vous en pensez quoi?
Oui, ben écoute, moi, ça a commencé jeune. Les garçons, ça a commencé très jeune. Bon, du tout petit à la maternelle, c'était on fait attention, on ne touche pas aux filles. Papa, c'était on touche pas aux filles. Moi, papa, il ouvre la porte, il ferme la porte, apprendre à les personnes handicapées, les personnes âgées. Fait que c'est à partir de là. Ouais. Quand ils sont devenus adolescents, on a eu beaucoup de discussions en disant, ben un gars, c'est pas comme une fille. Une fille, c'est plus romantique, c'est plus on fait attention. Ce qu'on voit dans l'Internet, c'est pas la réalité. Mm-hmm. On a eu énormément de discussions. Quand ils ont été un peu plus vieux, on a commencé à dire la petite phrase « pas de sexe sans latex Mm-hmm. ». Fait que ça, c'était la petite phrase à la maison. Moi, j'en avais acheté que j'avais mis dans leur chambre. Fait que ça a tout le temps été la discussion. Puis les garçons, même des fois, ils me disaient, ben maman, à l'école, les gars, ils pensent que c'est comme ça, tu sais. Ouais. Là, ben non. Ici, on vous en parle. Papa aussi, il y avait la discussion avec les garçons. On a mis ça. Ça, c'est justement, important, ça. Oui, ben, très moi, important. j'ai eu sur le tard, hein. Fait Ouais. que j'ai connu d'autres hommes avant papa. Fait que je trouvais ça important. C'était un bout que je trouvais très important d'être, comment je pourrais dire, donc, d'être pas nécessairement être poli, là, mais d'être à l'écoute de l'autre. Oui, tout à fait. Vous avez eu combien d'enfants, Guylaine? 4 fistons. Et c'était vraiment par choix ou d'une certaine façon, vous dites, ben, il y a eu un peu de conformité quand même là-dedans parce que c'était ce qu'il fallait faire. Et c'est encore ce que beaucoup de jeunes femmes pensent qu'elles doivent faire, d'ailleurs. Oui, ben c'est ça. C'est pour ça que moi, des fois, j'entendais des choses. Les garçons me ramenaient des discussions de l'école. Puis là, je lui disais, oui, mais faut y dire. Puis des fois, moi, surtout mon plus jeune, il parle beaucoup. Puis des fois, il disait aux filles, ben t'es pas obligé de faire ça. Si tu veux pas. Exact. Très bien. Ça Hey, merci. à la Merci maison. beaucoup. Ça, c'est magnifique. Il faudrait que tout le monde soit comme ça. Tu dis, Sarah Maud, une femme qui n'est pas mère, ça dérange. Et j'ai envie de déranger pour servir d'exemple à celles qui n'osent pas encore assumer, se déculpabiliser, se libérer. J'ai envie de déranger pour qu'un jour, on nous crisse la paix. J'avais tellement hâte de dire cette phrase. Elle est fun à dire. Hein? Oh, mon Dieu, oui. Elle est fun à écrire aussi. Oui. Ouais. Ben, j'ai toujours eu envie de... Je dirais pas de déranger parce que j'aime vraiment... j'aime être polie dans la vie. Oui. Là. Puis tu parles bien, puis tu écris fabuleusement bien. C'est mais ça, j'essaie de mais bien des faire fois, ça, mais j'aime peser sur le piton de ce qui dérange, puis d'en pourquoi ça parler. dérange? C'est ça, mais c'est ça qui est intéressant. Ça dérange parce qu'on est des femmes, puis ça dérange parce qu'on s'attend à ce qu'on ait des enfants, point. Mais après ça, ce qui est intéressant, c'est d'en discuter puis de prouver à quel point on sert à tellement d'autres choses, et majoritairement à d'autres choses aussi. C'est être mère, c'est une chose, c'est une merveilleuse chose. Puis il n'y a jamais de discours anti-maternité dans tout ce que je fais. Au contraire, j'ai hésité tellement longtemps. Ça serait complètement contre-productif de ma part. Mais Puis t'es encore dans le milieu, t'es encore dans peut-être pas. Ben, regarde. Ou ça change là, depuis 3 semaines. Non. Depuis que je suis mariée, j'en veux. Non, c'est pas vrai. Non, c'est vraiment, en ce moment, moi, j'écris, j'aime, je m'occupe de mes amis, puis ça me comble de bonheur. Puis ce que j'aime dire et répéter, c'est que c'est correct de changer d'idée. Moi, je suis une femme qui change d'idée, puis ça m'a jamais nui vraiment. Puis j'encourage les femmes à tergiverser, tu sais, parce que tergiverser, ça veut dire qu'on réfléchit puis qu'on avance. Tout à fait. C'est tellement bien dit, là. Je trouve que ça enlève de la pression aussi de penser comme ça, là. Ça aide. Je suis certaine que si tout le monde pensait comme ça, il y a des femmes qui se sentent peut-être pas prêtes, qui ouvriraient leur cœur davantage, d'enlever cette pression-là. Ce que je trouve, c'est le choix. C'est si on en veut, on en fait. Et on peut même en faire seul, si des fois, tu n'as pas la substance à portée de main. Oui. Mais si tu n'en veux pas, il faut aussi être capable que ça soit toléré par la société sans se faire pointer du doigt. Sarah Maud Beauchesne, on a hâte à ton prochain récit. Merci beaucoup d'être venue nous voir. Ça m'a fait un Ça grand fait du bien pour l'âme. Oh, mon Dieu. Faire la romance, allez lire ça et faites-le lire à tout le monde. Merci beaucoup, Isabelle Perron. Merci à toute l'équipe. Florence Lamoureux à la recherche, Jean-François Roy à la technique. On se retrouve demain. Ouf! Sincèrement, 2 heures avec vous, ça passe trop vite. On refait ça demain? OK. Moi, je serai là. Bye tout le monde.